Le dialogue, oui, mais son influence occidentale, comment cela devra-t-il se faire? Comment comprendre le discours du chef de l'État lorsqu'il parle du gouvernement d'union nationale, lorsqu'il parle de la main tendue à tous les Congolais pour réfléchir sur la question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo? Maître Donald Kabasele, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame, merci à 2 millions de téléspectateurs qui auront aujourd'hui l'occasion de nous suivre. Aujourd'hui, on vous prend dans ce double casquette d'homme politique, d'acteur politique, cadre de l'UDPS, mais aussi expert dans le secteur minier, parce que vous avez eu récemment à effectuer plusieurs déplacements, à tenir différentes conférences, dont en ce qui concerne plus le secteur minier. Ouais, vraiment, c'est mon domaine, on va dire, de prédilection depuis un temps. Je suis beaucoup plus dans la législation minière, on va dire, les droits miniers, avec tout ce qui va avec, la défense des intérêts de certains miniers. J'y ai passé un peu tout le temps. Ça m'a beaucoup appris et je me suis dit que je peux prendre cette expérience et je peux contribuer de manière très positive, on va dire, au renforcement de capacités, non seulement des acteurs, mais aussi nous pouvons nous battre à faire venir suffisamment de capitaux au sein de notre pays pour avancer, parce que j'estime que le secteur minier nous fait perdre plus ou moins 20 milliards de dollars parce que simplement le contrôle n'est pas accru et parce qu'il y a beaucoup de tard dans ce domaine. La fraude et la contrebande, on va dire la mafia minière telle qu'elle est installée, elle fait perdre suffisamment d'argent à notre pays. Ça c'est d'une part. D'autre part, nous avons la guerre pas parce que nous sommes un pays beau, pas du tout. Nous avons la guerre parce que nous avons des mines que le monde recherche. Voilà pourquoi souvent on lie ma casquette d'expert en droit minier avec le conflit et la guerre qui se fait dans notre pays. Et moi je pense que chaque fois qu'on parlera sécurité, chaque fois qu'on parlera guerre, ne nous leurrons pas, il faut parler mine, il faut parler matière première, il faut parler tout ça, parce que si les Rwandais sont en train d'envahir notre pays, d'agresser notre pays, c'est parce que dans leur sous-sol, c'est zéro, c'est vide, ils n'ont rien. Et tout ce qu'ils exportent, ils le trouvent au Congo, ils le prennent sur le prix de sang, de viol et de tout ce qui y va avec les violations des droits de l'homme pour se faire la santé financière qu'ils ont actuellement. Alors aujourd'hui, le chef de l'État s'est adressé aux élus, c'était cette sortie médiatique, députés et sénateurs. Il est revenu sur la question de la main tendue, arrivé aujourd'hui à réunir les Congolais autour d'une table pour discuter de la question de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. On parle dialogue. Comment comprendre cela alors que également les prélats, pas seulement catholiques, et également il y a la Sanko-ECC qui a entrepris une démarche de cette manière? Bon, en fait, je veux devoir circonscrire, on va dire, l'historique de la guerre. Très rapidement, je remonte vers les années 1994. L'opération turquoise, le président Habyarimana est abattu. Certains Hutus pensent qu'il avait trahi. Certains Tutsis jettent les dévolus sur le Hutu. Ça crée les génocides. Et nous sommes obligés d'offrir notre hospitalité à ce peuple rwandais, que nous accueillons à plus de 3 millions. Le pouvoir s'installe à Kigali et c'est un Tutsi qui est président. Il estime qu'il y a beaucoup de Hutus en RDC. Il fait de tout son effort pour prendre des Congolais, financer la guerre pour qu'il contrôle l'État, donc le Zaïre de l'époque. C'est comme ça que Mouzé Laurent Désiré Kabila arrive dans un contexte où Mobutu lui-même n'avait plus d'empathie au sein de la population. La situation est confuse et Mouzé devient président de la République. Tout marchait bien parce que les Tutsis devraient faire leur plan jusqu'à ce que Mouzé se retourne en patriote. Il dit, niet, je dois contrôler toute la région,
je dois contrôler toutes nos mines, je dois mettre des usines, je dois faire ceci, je dois faire cela. Kagame, dans ses velléités expansionnistes, ne perçoit pas ça d'un bon œil et il veut le départ de Mouzé, avec des groupes également constitués au sein de notre pays. Quand ce groupe se constitue et que Mouzé est assassiné, tous les seigneurs de guerre se retrouvent à Sun City. Ça veut dire il y avait des Rwandais derrière ces leaders qui étaient présentés, il y avait des Burundais, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé d'intégrer dans notre armée toutes ces forces-là, sans identifier qui est congolais et qui ne l'est pas. C'est comme ça que nous avons connu un afflux de beaucoup de Rwandais qui se sont retrouvés dans notre armée. Alors, chaque fois que leur plan marchait normalement bien, les relations étaient bonnes entre Kinshasa et Kigali. Chaque fois qu'un président de la République voulait prendre son indépendance, Kigali activait sa fibre militaire pour faire agenouiller celui-là. C'est comme ça que Joseph Kabila, pour protéger son pouvoir, parce que pour lui, il pensait que la même scène qui serait arrivée à Mouzé pouvait lui arriver, il pouvait signer n'importe quoi. Vous vous rappelez de l'accord signé avec les CNDP en 2009, où les opérations de mixage, brassage se sont faites. Ça veut dire certains militaires rwandais dans le CNDP ont intégré l'armée congolaise, et ainsi de suite. Bref, le Rwanda a une politique de créer des zones d'influence tout autour de lui, avec des provinces qui sont riches dans notre pays. Son objectif, c'est de contrôler ces zones, d'en faire des zones de non-droit, où seul lui impose la loi, et ceux qui résistent sont tués lâchement. C'est comme ça que Kagame conçoit l'Est de la RDC. Alors, quand Kagame va dans ces envies-là, il se trouve maintenant buté à ce qu'il y a à Kinshasa un nouveau président qu'on appelle Félix Tshisekedi. Quand il arrive, il essaye de parcourir la situation telle qu'elle avait été. Il considère que tout ce qui a été fait avant lui ne l'a pas été dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la RDC. Tshisekedi décide de rompre avec toute cette histoire-là. Ça veut dire, pour Tshisekedi, c'est fini avec l'influence rwandaise à l'est du pays. Plus question de partager de postes avec des militaires rwandais, plus question de partager des commandements, plus question de leur laisser des zones en gestion. C'est comme ça qu'est active le côté militaire pour faire agenouiller Félix Tshisekedi. Alors, parce que nous avons certains Congolais qui aiment le pouvoir, comprenant pour eux, on va dire, c'est de l'histoire, hein, ils connaissent que Kigali a toujours été soutenu par des puissances étrangères, ils se disent que l'expédition actuelle pouvait arriver jusqu'à Kinshasa. C'est comme ça que Nanga fait irruption dans le débat pour provoquer une branche militaire du conflit. Alors, dans les pensées de ceux qui soutiennent Nanga, qui sont même ici à Kinshasa, nous avons vu l'ancien président de la République, Joseph Kabila, le dire dans une tribune au niveau de l'Afrique du Sud, en train de jeter, on va dire, de fleurs aux M23 qui se battent pour des causes légitimes, à l'AFC et aux autres. Dans leur imagination infertile, ils pensent que Kagame ne saura pas prendre le courage d'arriver jusqu'à Kinshasa. Et comme ils sont des Congolais, ils peuvent profiter de la situation pour arriver jusqu'ici. Et dans l'entretemps, il y a une carte aussi qui se joue. Il y a une communauté internationale qui est habituée à prendre des minerais à vil prix au Rwanda et qui trouve que le marché s'arrête. Donc, maintenant, dans le plan de sortie qui est présenté, nous avons deux camps. Nous avons le camp que l'Occident pousse à travers l'Église catholique. Dans l'ère de marche, c'est faire comprendre à Kinshasa que Kinshasa est devenu faible, Kinshasa doit coopérer avec le M23, avec AFC, Kinshasa doit obéir aux cahiers de charges qui seront présentés. Ça, c'est le plan de l'Église catholique. Ça, je vous l'ai dit avec autorité, et je vous dis que ce sont mes analyses qui sont certifiées vraies. Alors, pour le pouvoir en place,
nous ne pouvons pas faire les lits de l'ennemi. Nous ne pouvons pas tirer à la mèche de l'Occident qui est derrière l'Église catholique avec tous les agendas cachés. Mais, monsieur Donald Kabasele, Voilà. l'Église catholique Ouais. est allée rencontrer le chef de l'État Ouais. pour discuter de la question. Le chef de l'État pouvait dire non. Je ne vous autorise pas à faire ces démarches-là, à aller consulter X, à aller consulter Y. Ouais. Cela se fait. Ils ont échangé avec le chef de l'État, ils l'ont dit au sortir de l'audience, ils ont entamé les démarches. Le chef de l'État, de son côté également, se dit, oui, il est ouvert à travailler avec l'opposition. Il a dit. Maintenant, lorsque le chef de l'État le dit, il veut travailler avec l'opposition. Quelle opposition? Merci. Le travail que le chef de l'État va faire pour réunir les Congolais et discuter ensemble prendra en compte qui et ne prendra pas en compte qui? Merci beaucoup. Quand le père de l'Église a pris le soin de demander l'audience de manière urgente au président de la République, il le leur a accordé. Ils ont expliqué au président de la République leur démarche. Le président leur a dit ceci. Nous sommes tous d'accord sur le principe qu'il faut que les Congolais se parlent. Il leur a répété sa position de ne pas parler avec les M23, avec AFC, parce qu'il considère que ce sont des pantins qui n'ont pas de responsabilité. Tout ce qu'ils diront, c'est ce que le Rwanda le leur aurait dit. Alors, le président dit aux prêtres que si vous voulez que cette démarche évolue, associez les autres confessions religieuses pour faire un front, étudier ensemble, sortez un plan, venez et discutons-en. Quand le prêtre se retire de l'audience, ils n'ont pas contacté les autres on va dire, institutions religieuses. Ils travaillent avec l'ECC et les protestants. Je parle, jusque-là, c'est l'ECC et l'Église catholique. Ils n'ont pas pu atteindre les autres, notamment les églises de réveil, les kimbanguistes et les autres. Ils peuvent avoir choisi ceux qui peuvent faire, on va dire, leur plan ou leur idée. Ça, c'est pas un problème. Alors, comment vous retrouvez-vous directement, après avoir causé avec le président de la République, vous vous retrouvez à Goma? Comment vous vous retrouvez, après avoir causé avec le président de la République, vous êtes au Rwanda? Comment vous vous retrouvez déjà en quittant le Rwanda, vous êtes en Nairobi? Ça veut dire que ni le président ne contrôle rien, il ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Et en attendant, madame, rappelez-vous, quand Nanga était en train de donner son plan, là on est dans non, c'est très important ce que je dis. Oui. Quand Nanga était en train de dévoiler son plan, il avait dit qu'il devrait arriver à Kinshasa, il va prendre le pouvoir et il va donner aux catholiques pour faire la transition. Avez-vous déjà vu un père de l'Église, on va dire les catholiques, ça veut dire la Senko, prenons la Senko, faire une déclaration de rejet de cette proposition ou condamner l'agression rwandaise? Ça n'a jamais été fait. Jusqu'au moment où je vous parle, à moins que l'abbé Cholet nous dise le contraire, ni l'Église catholique, ni la Senko, depuis Bunagana jusqu'à Goma Bukavu, ils n'ont jamais condamné l'agression rwandaise, ils n'ont jamais condamné le M23. Le M23 leur fait la proposition de gérer la transition sans Félix Tshisekedi. Ils n'ont jamais dit publiquement qu'ils repoussaient cette offre. Mais ils se sont retrouvés à Goma. Monsieur Donald Kabasele, voilà. Il ne faudrait pas faire des raccordements. Ouais. Nanga est libre de dire ce qu'il veut. Ouais. Ça n'engage que lui. Ouais. Tout comme vous êtes sur ce plateau, vous êtes en train de dire ce que vous voulez. Ouais. Ça n'engage que vous. Voilà. C'est votre conviction. Ouais. Alors, n'accordez pas cela aux prêtres pour dire qu'ils refusent.
Il n'y a aucun document. C'est quelqu'un qui dit oui, j'aimerais faire une transition et la transition serait conduite par les prélats catholiques. Ouais. Ça n'engage que lui. C'est une sorte des propos. Mais là, madame, vous êtes en train de vous convaincre qu'il s'agit d'un pays. Il s'agit de la République démocratique du Congo dans son ensemble. On n'est pas en train de blaguer. Je ne suis pas en train de parler de... Alors que quelqu'un a déjà pris la ville de Goma avec des militaires, il vous dit qu'il va arriver jusqu'à Kinshasa, il va prendre le pouvoir, il va donner aux prélats catholiques. Ça, c'est pas un jeu. Donc même le prêtre, pour leur honneur, pour leur crédibilité, même si ces propos engageraient Nanga, un démenti, un rejet de leur part, pouvait apaiser certains Congolais. Alors, comment voulez-vous que nous ne puissions pas voyager en réflexion? Vous arrivez facilement à Goma alors que tous les avions n'atterrissent pas. Vous parlez avec eux, il n'y a aucun témoin. Vous êtes entre vous. Vous sortez, on voit d'autres figures et vous dites autre chose. Donc, madame, l'idée ici, pour revenir à notre débat, c'est que le dialogue tel que voulu par l'Église catholique répond à un schéma occidental. Ce schéma-là consiste à faire croire au président de la République que comme, selon eux, il ne peut plus tenir, ah ben, il doit faire l'élit de ce que réclament le M23 et l'AFC. Qu'est-ce que réclament le M23 et l'AFC? Le M23, comme d'habitude, il réclame qu'il soit amnistié pour tous les crimes commis. Comme vous le savez, ils ont besoin que tous les militaires rwandais que nous avons vus à l'Est intègrent notre armée avec leur grade. Ils ont besoin qu'ils occupent les commandements à l'Est du pays. Ils ont besoin qu'ils occupent des postes politiques ici à Kinshasa. Et c'est comme ça qu'ils veulent nous mettre dans ce cercle vicieux. C'est que le président refuse. La démarche du chef de l'État, c'est quoi? La démarche du chef de l'État, c'est de dire ceci. Certes, il y a certains Congolais qui sont utilisés par le Rwanda. Ils peuvent avoir été recrutés de part et d'autre, il n'y a pas de problème. Comme lui, dans son idée, c'est de trouver une solution définitive à la crise. Il ne veut pas de gens qui répondent aux autres pays pour faire un accord de gestion. Il veut qu'autour de lui, que les Congolais consciencieux, les Congolais qui comprennent que nous n'avons que ce pays comme héritage, peu importe leur position, peu importe leurs conditions, ces Congolais-là, il n'est pas interdit qu'on s'asseye, qu'on se regarde comme Congolais et qu'on parle. Mais justement pour cela, il faudrait qu'il y ait un cadre. Bien sûr. Il y a un cadre qui rassure les différentes parties pour un dialogue franc. Voilà. Si tel est le cas, les cadres de la SENCO, avec tous les tableaux que je vous peins, ne rassurent pas le président de la République qui est en train de gérer un pays avec tous les enjeux qu'il y a. Madame, je vous dis que Félix Tshisekedi aurait seulement intérêt à sécuriser son pouvoir, il aurait déjà signé sans un dialogue politique. Il pouvait déléguer une personne. La personne arrive à Goma ou à Bukavu, on signe de papier et tout redevient à la normale, comme Joseph Kabila l'avait fait en 2009, en envoyant Raymond Tshibanda. Ça n'appellerait pas un cadre de concertation où les acteurs se mettent et se parlent. Non. C'est juste, on avait besoin de faire pression sur lui à partir de Goma et de Bukavu pour l'amener à signer ce que ses prédécesseurs n'ont jamais arrêté de signer. La démarche d'aujourd'hui, voilà, ce serait rassurer les opposants. Parce que les opposants également se sont exprimés. La main tendue, c'est par rapport à l'opposition aussi, qui s'était exprimé justement pour dire qu'ils ne souhaitent pas participer à ce gouvernement d'union nationale, par exemple. Que même Martin Fayulu l'a dit, qu'il faudrait un dialogue, oui, mais sous l'égide de l'Église catholique. Non, mais parce que c'est ce que... Je ne sais pas si vous avez saisi la quintessence de ce que je dis. La démarche, en fait, nous sommes d'accord, et l'Église catholique, et le président de la République, nous sommes d'accord sur un point. C'est que les Congolais doivent se parler. Ça met tout le monde ensemble. Même nos opposants, tout le monde veut qu'on parle. Le président n'a pas exclu
que les Congolais se parlent entre eux, que les Congolais s'unissent pour parler de leur pays. Dans quel cadre? Maintenant, dans quel cadre? Il y a un schéma qui a toujours été et qui existe. Ce schéma, c'est de recourir au Rwanda pour signer des accords. C'est ça le schéma de la SENCO. Ça veut dire, ça va déboucher à ça. Je vous dis, madame, prenons rendez-vous avec l'histoire. Si jamais un pareil événement se passait, vous lirez dans ces accords, vous trouverez que on va parler brassage, mixage, on va parler commandement militaire dans les régions du Kivu, on va parler responsabilité politique, ça veut dire le secteur, on va dire les territoires, ça devrait être géré soit par quelqu'un présenté par le M23, soit quelqu'un présenté par le gouvernement central. Ça, c'est le schéma que prend la SENCO. Mais peut-être que la SENCO ne réalise pas ça. Mais dans le schéma voulu par le chef de l'État, ce sera quoi après le dialogue? Ce sera quoi après les discussions? Par exemple, avec le président, ça veut dire qu'il y aura un cadre. Déjà, il a désigné son conseiller spécial en charge de questions sécuritaires, qui est déjà en train de prendre des contacts avec les acteurs. Il n'est pas interdit que les Congolais entre nous, on se regarde en face et qu'on se parle. On peut se parler. Après discussion. Après discussion, après, ça va déboucher à quoi? Chaque partie, les consultations, quand elles se font, chaque partie apporte son cahier de charges. Chaque partie donne le cahier de charges et tout. Les commissions seront constituées. Les Congolais vont se parler en face. Et ils vont aboutir à un accord. Mais qu'est-ce qui ne dit pas que les cahiers de charges de ces opposants seront ces mêmes cahiers de charges dictés par le Rwanda, par exemple? Je vous dis par exemple, il suffit seulement de voir notre frère Martin Fayoulou parler, ou le président Adolphe Mouzito, qui sont de l'opposition. Il suffit de les entendre, vous allez comprendre qu'ils peuvent avoir des revendications politiques connues, ils peuvent le répéter et tout le monde peut se dire, se faire une idée de ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas la même chose avec les gens qui ont pris des armes. Dis-moi, ils sont arrivés plus de 10 000 hommes armés. Quand vous parlez avec eux pour faire des accords, c'est pour faire quoi après? Ces hommes en armes, vous en faites quoi? Mais justement, discuter aujourd'hui, Monsieur Kabassili, Maître Kabassili, si vous allez discuter aujourd'hui, c'est notamment aussi avec ces Congolais-là, parce qu'aujourd'hui, disons-le, Nanga, c'est un Congolais. Voilà. S'il faudrait discuter aujourd'hui avec les Congolais, donc il faudrait discuter aussi avec Corneille Nangaa. Maintenant, dans le schéma de la SENCO, discuter dans le schéma de la SENCO, en quoi serait-ce différent de discuter dans le schéma du président de la République? Par exemple, ici, la question est une question d'orientation. C'est une question de conception de ce qu'on veut réellement. Je vous dis qu'il y a deux plans. Il y a un plan qui est dicté par l'extérieur et il y a un plan interne. Dans le plan interne, qu'est-ce que le chef s'est dit? Nous savons que les amis là où ils sont foutus. Ils ne peuvent plus évoluer. Tout ce qu'ils attendent, c'est une force telle qu'elle est en train de se préparer. Ils vont partir sans rien réclamer et sans rien avoir. Prenons rendez-vous avec l'histoire, je vous l'ai dit ici, sur le plateau de Télé 50. Alors, c'est vrai que certains d'entre eux peuvent se dire, mais nous allons partir comme ça. Qu'est-ce qu'on devient après? Quand ils viendront aux consultations, ce n'est pas au même titre que quand on considère qu'ils sont une force armée et qu'ils ont 10 000 hommes et qu'ils doivent parler, ils ne parlent pas pour eux, ils diront que nous avons 10 000 hommes là-bas pour faire X, Y situation. Ça veut dire, le dialogue ne remplace pas la guerre. Le dialogue ne remplace pas les offensives. Le dialogue ne remplace pas ce qui est en train de se faire actuellement. Parce que nous sommes un État souverain, nous sommes un État qui sait défendre sa population, même si la complicité a atteint tout le domaine, mais nous savons comment nous nous préparons pour riposter. Et la riposte, elle ne se fait pas attendre, sauf qu'elle se prépare de manière très sérieuse. Mais on laisse une ouverture. Ça veut dire, nous allons les pourchasser là où ils sont. C'est fini leur histoire, ça c'est vrai. Nous on est convaincus que c'est fini. Mais on s'est dit qu'on peut laisser la brèche à ces Congolais-là, qui pensent qu'ils peuvent parler avec le leur. Ils viendront dans ces cadres-là, ils ne viendront pas en position de force,
Ils ne viendront pas parce qu'ils sont des vainqueurs d'une guerre, ils viendront parce qu'ils sont congolais. Ils diront au président de la République ce qu'ils reprochent dans la gestion du pays ou dans quoi que ce soit. En tant que Congolais, on se mettra d'accord et on verra quelle marche suivre. C'est différent du plan de l'Occident qui veut considérer que nous sommes devenus un État faible et que les rebelles seraient puissants et qu'ils nous mettraient à la table des négociations comme quoi que nous sommes faibles et que nous devrions nous agenouiller à tout ce qu'ils vont dire. Alors et ça, c'est un schéma très salutaire parce que, avec le schéma prévu par le président de la République, rassurez-vous, madame, nous aurons une paix de longue durée. Nous n'aurons pas de séquences de paix qui se coupent à morceaux, comme ça a toujours été le cas. Un message aujourd'hui à tous ces opérateurs miniers, à tous ceux qui veulent, qui persistent à vouloir évoluer dans ce secteur-là en République démocratique du Congo. N'est-ce pas là des craintes également pour l'économie dans ce secteur? D'abord, pour ceux qui ont choisi la RDC comme leur seconde patrie, qui ont investi de leur argent, moi, d'abord, c'est les encourager dans leur démarche. Deuxièmement, c'est de leur dire qu'ils doivent respecter le code minier de 2018. Ils doivent arrêter avec la fraude, la contrebande et la mafia minière. Ils doivent permettre à notre pays d'avoir autant de ressources qui peuvent permettre à l'État d'avoir suffisamment de moyens pour protéger et sécuriser leurs investissements. Ils doivent le savoir, qu'ils doivent constituer un lobbying. Parce qu'aujourd'hui, si la guerre atteint leur milieu, ils ont investi plus de 2 milliards de dollars qu'ils risquent de perdre en un seul instant. Pour ceux des opérateurs qui ont choisi d'armer les rebelles, de tuer les Congolais, pour acheter le minerai de sang à l'Est, je leur dis que nous avons un code minier très alléchant, qui offre les possibilités d'avoir des permis de recherche à votre guise. Vous pouvez avoir des permis d'exploitation. Même des zones d'exploitation, on va dire artisanales, certains Congolais peuvent le faire, et vous le vendre. Vous allez le prendre si vous venez. Le code prévoit même des mécanismes préférentiels, à des taux qui défient toute concurrence. Et donc, je ne vois pas pourquoi toutes ces grandes sociétés minières, toutes ces multinationales, doivent se couvrir derrière un État voyou, derrière un État génocidaire, pour prendre les minéraux qui sont aujourd'hui qualifiés de minéraux de sang. Donc, je les invite à venir investir normalement auprès de notre pays, à suivre les instructions que donneront les institutions du pays et à installer leur investissement. Ça sera pour l'honneur et la paix du monde dans son ensemble. Merci beaucoup, Maître Kabassele. Je rappelle que vous êtes non seulement cadre de l'UDPS, mais également expert dans le secteur minier. Merci beaucoup, Madame. Et nous allons poursuivre cette fois-ci pour évoquer le dossier forage.